La présentation sera faite par M. Jean-François Métivier de la Ville de Trois-Rivières. Jean-François y est coordonnateur des données au service de l'évaluation, c'est exact? Oui. Jean-François détient un baccalauréat en sciences géomatiques de l'Université Laval, option génie en 98. Après avoir été coordonnateur en géomatique pour Cougar, il a œuvré au service d'arpentage et géomatique de la Ville de Trois-Rivières avant d'occuper le poste de coordonnateur des données au service de l'évaluation. Spécialiste des outils ESRI, il offre le soutien technique géomatique aux usagers et développe des outils spécifiques dans cette discipline. Jean-François. Bon, bien, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, on va commencer ça. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous faire une petite présentation là, de la Ville de Trois-Rivières. Depuis la fusion de 2002, là, on est rendu à la 9e plus grande ville au Québec, avec un nombre d'habitants qui avoisine à peu près 130 000 habitants. Ensuite de ça, on a un territoire qui avoisine environ là, un petit peu en bas de 300 km². Puis maintenant, on a dépassé là, 47 000 unités d'évaluation. On se dirige vers les 48 000 tranquillement. Pour vous dresser, nous autres, les technologies qu'on utilise au sein de la ville, on utilise ArcGIS Desktop 9.3.1, mais là, on est en train de... La migration vers la version 10 est déjà entamée. De fait, il reste juste... D'après moi, mon service d'évaluation, là, qu'il me reste tous mes desktops à migrer, là, je prévois faire ça dans les semaines prochaines. Puis ensuite de ça, toutes nos données sont centralisées dans une base de données ArcSDE sous SQL Server 2005. Puis le modèle de données qu'on utilise, on a adhéré dans GoCité, donc on est rendu maintenant, toutes nos données sont centralisées dans GoCité. Ça, juste pour donner un petit portrait, comment que les données sont organisées. Dans le fond, en haut, on a notre serveur ArcSDE. Puis, dans le fond, principalement, il y a 3 principaux services de la ville là, qui entreposent puis mettent à jour les différentes couches d'informations. À gauche, en bas, on a les travaux publics qui mettent à jour tout ce qui est réseau d'égouts, d'aqueducs, bonnes fontaines, pavage, tout ce qui est éclairage, zonage. Puis, ce qui est important de mentionner aussi, travaux publics, services techniques, c'est eux autres aussi, le département d'arpentage, c'est eux autres aussi qui gèrent le cadastre du Québec. Dans le milieu, on a l'urbanisme qui s'occupe du zonage, autant le zonage en vigueur, le zonage projeté. Il gère aussi d'autres couches qui nous rajoutent, comme mettons, les écosystèmes forestiers exceptionnels. Dernièrement aussi, ils nous ont rajouté des zones de glissement de terrain, des types de talus. Donc, c'est des choses à tenir compte. Puis, finalement, il y a notre service d'évaluation qui, nous autres, on gère justement nos unités d'évaluation. On gère nos points d'immatriculation, nos centroïdes, les unités de voisinage, tout ce qui est élément de la matrice graphique. Puis, c'est ça, aujourd'hui, pour la matrice graphique, c'est sûr que je ne parlerai pas nécessairement comment on procède pour l'habillage, la matrice, ces choses-là, positionnement d'annotation. On va voir quelque chose de différent par rapport à ça. Puis, dernièrement, ce qui est en rouge, c'est sûr que nous autres, au rôle d'évaluation, on gère toute l'information sur nos fiches de propriété puis toutes nos mutations immobilières. Donc, ça, c'est entreposé dans des tables descriptives. Donc, une chose que moi, je me suis demandé en arrivant au département, c'est comment on pourrait faire pour lier la carte, donc nos polygones, avec ces tables descriptives-là, puis d'avoir une solution quand même viable. Donc, pour vous montrer ça, à gauche, bien évidemment, on a notre base de données ArcSDE, puis à droite, on a notre logiciel expert du rôle d'évaluation qui est PG MegaEval. Donc, d'un côté, dans ArcSDE, on a évidemment nos données géométriques, donc nos points, nos lignes, nos polygones. Puis, à droite, dans notre logiciel expert, on a toutes les tables descriptives du rôle d'évaluation. Donc, comme je le mentionnais précédemment, on est dans Microsoft SQL Server. Puis, une des problématiques que j'avais, c'est que le rôle d'évaluation était dans une base de données Sybase. Donc, déjà là, les deux bases de données ne se parlaient pas. Donc, puis pour faire la différence aussi, à gauche, bien évidemment, un polygone, si on y va vraiment au niveau d'une unité d'évaluation, c'est uniquement représenté par un polygone. Puis, dans le rôle d'évaluation, bien, la même unité d'évaluation est représentée par une fiche de propriété qu'on va voir dans la diapositive suivante. Donc, à gauche, dans ArcSDE, j'ai un minimum d'informations descriptives disponibles, tandis qu'à droite, toutes les informations descriptives sont présentes. Donc, maintenant, comment on fait pour représenter le tout dans le SIG? Donc, ça, c'est un exemple, justement, du SIG. J'ai mon polygone qui est sélectionné, qui représente tout simplement mon unité d'évaluation. Pour l'instant, le seul champ qui m'intéresse, c'est vraiment juste mon numéro matricule qui va constituer, en fait, ma clé primaire. Puis, ça, maintenant, c'est la vue que j'ai dans mon logiciel expert de mon rôle, qui est PG MegaEval. Puis ça, c'est toutes les informations descriptives pour ma même unité d'évaluation. Donc, j'ai toujours mon même numéro matricule qui est en haut à droite, en haut de la fiche.
Mais en plus de ça, j'aimerais ça pouvoir représenter mon nombre de logements, mon nombre d'étages, ma classe, les années de construction, mon code d'utilisation, mes améliorations locales, mes services et plus. Dans le fond, tous les champs qu'il y a là-dedans, j'aimerais ça pouvoir venir rattacher ça à mes polygones. Donc, dans le fond, il fallait créer un pont entre les deux bases de données. Donc, d'un côté, notre ArcSDE en SQL Server 2005, puis de l'autre bord, notre serveur MegaEval avec la base de données Sybase. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé par créer je me suis ajouté un serveur lié sur mon serveur SQL 2005, puis à partir de ça, j'étais capable d'aller parler à mon serveur Sybase. Ce qui me restait à faire après ça, là, je pouvais aller chercher des informations sur mon serveur Sybase. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est que je me suis bâti des vues dans mon serveur SQL qui allaient chercher toutes les informations que j'avais besoin sur mon serveur Sybase. La dernière étape, dans le fond, bien ça, c'est un exemple de la création d'une vue. Un coup que la vue est créée, on a maintenant tout accès aux données. Si on regarde tous les champs rouges, c'est tous les champs justement que je suis allé chercher dans ma base de données Sybase. Donc, exemple, il y a mon nombre d'étages qui est entouré. Donc, tous les champs que j'ai ciblés utiles. Puis encore là, c'est des vues que souvent je vais paramétrer. J'ai des demandes spécifiques qui vont me chercher l'aérosol ou des choses comme ça. Donc, tout simplement, c'est des champs que je viens ajouter dans mes vues. La dernière étape, dans le fond, un coup que ma vue est créée, il restait juste à créer une vue spatiale dans ArcSDE pour pouvoir maintenant avoir une notion spatiale de ça. Ça, c'est juste un petit exemple de la nomenclature pour créer la vue spatiale. On ne s'entendra pas là-dessus. Maintenant, une fois que la vue spatiale est créée, je vais vous montrer concrètement dans un petit film qu'est-ce que ça peut donner là, comme résultat dans ArcGIS. Je vais prendre position ici. Donc, en commençant, juste vous montrer ici, j'ai affiché une vue en temps réel, j'ai affiché une vue en copie locale. C'est juste pour vous montrer la performance à ce niveau-là. Puis ici, un contour orangé, c'est tout simplement mes unités d'évaluation. Donc, j'ai ma vue locale, ma vue en temps réel, mes unités d'évaluation. Donc, si j'interroge tout simplement mon unité d'évaluation, le seul champ qui est vraiment important à ce niveau-là, c'est mon immatriculation. À part de ça, je n'ai aucune information sur mon nombre d'étages, ma classe, toutes ces choses-là. Maintenant, si j'y vais avec... Je vais interroger maintenant ma vue qui est en temps réel sur le rôle d'évaluation. Déjà là, on voit que le temps de réponse il est plus lent. Puis en plus, j'ai triché, j'ai fait une petite pause dans mon film. Parce que normalement, quand j'interroge la vue qui est vraiment en temps réel sur le rôle, j'ai peut-être une performance de 20-25 secondes. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu tannant. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas une solution qui a été retenue, la vue en temps réel. Donc, on va décocher ça. Puis maintenant, on va interroger la vue. Il y a une copie locale qui a été faite de la vue. Donc, à ce moment-là, le résultat est instantané. Puis, on est capable d'avoir tous les champs qu'on a spécifiés préalablement. On est capable d'avoir toutes ces informations-là, comme le nombre d'étages, le nombre de locaux, toutes ces choses-là, la valeur du bâtiment. Tous les champs sont disponibles. Donc, sur cette vue-là, tout simplement, on peut faire les requêtes qu'on veut. C'est très facile. Donc, si je m'en vais chercher mes bâtiments qui ont 2 étages avec une valeur d'immeuble supérieure ou égale à 140 000 parce que nous autres, on a encore à Trois-Rivières des bâtiments à 140 000 c'est possible à ce moment-là. Donc, un coup que ma sélection est faite, tout simplement, je m'écris une couche à partir de ma sélection. Puis les gens, finalement, au bureau, c'est quand même très facile de travailler avec ça. Ils se font une sélection, ils se créent une couche à partir de leur sélection, ils renomment leur couche. Puis à ce moment-là, c'est très facile de travailler avec ça. Là, dans ce cas-ci, je vais aller changer la symbologie, c'est pas tellement visible. Donc, avec un petit peu de recul, on va changer la symbologie. On va mettre ça à une couleur un peu différente. Donc, c'est ça. Donc, les gens, ils peuvent se faire certaines thématiques. Puis même encore là, dernièrement, j'ai eu des demandes, là, des services des incendies pour des requêtes spécifiques. Sors-moi les bâtiments de X nombre d'étages avec des aérosols en telle et telle grandeur. Donc, à ce moment-là, c'est quand même très facile. On peut même éventuellement leur faire leurs propres outils qui vont pointer sur ces données-là. Donc, ils vont être capables d'avoir une version très à jour de l'état actuel du parc immobilier. Maintenant, c'est ça, on a vu dans la vidéo précédente qu'on travaille, finalement, la solution qu'on a retenue, c'est de travailler avec une copie locale. Par contre, il fallait s'assurer que cette copie-là soit à jour, c'est bien sûr. Donc, ce que j'ai fait, j'ai développé un petit script, une application .NET, en fait. Ça utilise des outils de géotraitement ArcGIS. Donc, ça, c'est
Le script est exécuté sur le serveur à toutes les nuits. Puis il permet vraiment aux usagers de travailler avec la version du rôle, là, dans le fond, avec les données du rôle qui étaient là, qui étaient présentes la veille. Puis une fois l'exécution du script terminée, ben là c'est bien beau, je lance mon script, mais il s'est-tu exécuté, y a-tu des bugs, quoi que ce soit. Donc je m'envoie un courriel. Donc j'ai un courriel qui est envoyé, puis il contient tous les détails de mes opérations de géotraitement. Puis si jamais il y a un échec, ben, dans l'entête de mon courriel, je vais avoir la mention échec. Puis ça, c'est très très rare que ça arrive. C'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois pour des raisons exceptionnelles. Donc ça va super bien. Chaque matin, j'ai un petit courriel, puis je sais que mon script s'est exécuté avec succès. Donc, à partir de là, je sais que les gens peuvent travailler avec les données à jour du rôle d'évaluation. Maintenant, le rôle d'évaluation, c'est sûr, c'est toujours en constante évolution. Aussitôt qu'on reçoit un avis de dépôt cadastral, aussitôt qu'on reçoit, on a des acquisitions, des échanges de propriétés, des ajouts de nouveaux services, aqueducs, égouts, pavage, c'est toutes des informations qu'il faut mettre à jour dans le rôle d'évaluation. Un petit exemple de ça, si au départ j'ai 3 unités d'évaluation, puis qu'il y a un morcellement du lot qui est au milieu, parce que le propriétaire de ce lot-là, il veut vendre la moitié à chacun de ses voisins. Ils ont une entente, puis lui, il décide de vendre la moitié à chacun des voisins. Bien, à ce moment-là, le résultat de ça, c'est que l'unité d'évaluation au milieu va disparaître. Donc, on envoie la moitié à chacune des 2 unités d'évaluation. Puis, sauf qu'évidemment, ça implique la plupart du temps une nouvelle immatriculation pour le lot. Puis, on va voir aussi qu'aussitôt qu'on change les limites de propriété, il faut vérifier l'impact au niveau cartographique. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est un petit exemple quand je vous parle que ça peut nécessiter une renumérotation des matricules. On va partir ça ici. Donc, encore là, ici, c'est une nouvelle subdivision qui est rentrée dernièrement. Donc, j'affiche qu'est-ce qui s'en vient au niveau du cadastre. Donc, on voit qu'il y a une nouvelle subdivision qui est rentrée. Donc, il va falloir créer, possiblement, là, annuler le matricule qui est au centre, puis venir créer des nouveaux centroïdes sur chacune de ces propriétés-là. Donc, on voit le nouveau cadastre qui est rentré. Là, c'est sûr que pour créer les nouveaux centroïdes, on voit ici que c'est grisé. On peut créer un nouveau centroïde à partir du cadastre officiel, à partir de la matrice actuelle ou par un clic à l'écran. Mais pour l'instant, ce n'est pas disponible, ces informations-là. Pourquoi? C'est parce que, dans le fond, je veux m'assurer qu'on ne crée pas un matricule qui est déjà existant en rôle. Le matricule, il peut même être annulé, mais au niveau de la BD, on ne peut pas avoir 2 fois le même centroïde. Donc, tant qu'on n'a pas cliqué sur le bouton ici qui est création de la liste des matricules, ce bouton-là, ce qu'il fait, c'est qu'il va aller chercher toute la liste des matricules qui sont présentement inscrits au rôle, puis il va stocker ça en mémoire dans la session courante d'ArcMap. Puis un coup que c'est fait, bien là, nos boutons vont pouvoir se débloquer. Donc, ce qu'on fait, on clique sur la création de la liste des matricules. Fait que là, vraiment, l'application s'en va vraiment en temps réel dans le rôle. Elle va créer en mémoire virtuelle la liste des matricules qui sont en cours. Un coup que c'est fait, la personne maintenant va avoir accès aux outils qui sont maintenant disponibles. Donc, ça y va à partir du cadastre officiel. Elle sélectionne, mettons, 2 lots. Elle dit elle veut créer un centroïde avec ces lots-là, bouton de droite. Puis, automatiquement, l'application vient créer un centroïde. Elle calcule le centroïde mathématique du polygone, puis elle s'en vient calculer, elle s'en vient afficher le centroïde qui est là. Donc, l'usager a le choix d'accepter ou d'annuler. Donc, même chose, on sélectionne uniquement un polygone. Puis, on a aussi l'option d'y aller par un clic à l'écran. Si, mettons, on a un lot qui est en forme bizarre, comme en forme de banane, bien, à ce moment-là, la personne peut vraiment venir cliquer à côté. Puis, parce que c'est sûr que l'application, elle va créer vraiment le centroïde vraiment au centroïde mathématique du lot. Mais c'est sûr, quand le lot est un petit peu difforme, des fois, ça peut sortir à l'extérieur, mais ça, on va corriger ça dans les prochaines semaines. Donc, c'est ça. Aussitôt qu'on a une modification des limites d'une unité d'évaluation, bien, c'est sûr qu'il peut y avoir des impacts au niveau des valeurs de la fiche de propriété. Donc, la fiche de propriété est divisée en plusieurs blocs, donc comme le bloc 77, le bloc 79, on parle d'amélioration locale, on parle des services, tout ce qui est topographie, utilisation du sol. Le bloc 79, c'est unité de voisinage, zonage municipal, très important. Donc, à ce moment-là, le SIG devient vraiment un outil indispensable. C'est lui qui va vraiment permettre l'analyse spatiale. Ça, c'est pour vous montrer une illustration concrète des améliorations locales des services. C'est sûr que le SIG est super intéressant parce que la personne, quand elle arrive pour traiter un dossier, bien, en utilisant le SIG, elle est capable d'avoir une image très globale des services et des améliorations locales qui affectent vraiment la propriété.
Donc, en ayant une solution intégrée comme ça, puis en puisant tout dans notre entrepôt de données ghosté, on est capable d'avoir vraiment une vision exacte de qu'est-ce qui est sur le terrain. Puis les 2 points sur lesquels il faut vraiment s'attarder, c'est l'aqueduc et les goûts sanitaires, parce que c'est sûr qu'au niveau de la taxation, c'est vraiment important, ces données-là sont vraiment importantes. Donc ça, c'est, quand je vous parle des blocs, ça c'est un petit exemple, le bloc 77, localisation, là, c'est différentes localisations qui caractérisent l'unité d'évaluation. Puis c'est juste pour vous montrer qu'à partir de la vue que j'avais créée précédemment, on est capable de faire différentes thématiques pour avoir vraiment un rendu visuel sur la carte en fonction des différentes localisations là, qui ont été inscrites dans le rôle. Par le passé, c'est sûr que même si on fait une extraction au rôle, on a juste des données descriptives, donc on n'a pas vraiment de visuel de ça. Donc c'est plein de thématiques qu'on peut faire par rapport à ça. Maintenant, on va regarder un bloc qui est quand même assez important, c'est au niveau de la topographie. La topographie, c'est vraiment qu'est-ce qui caractérise la topographie justement de l'unité d'évaluation. Puis surtout, ce que sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, c'est les 3 codes suivants. Il y a le code 40 qui dit si la propriété est située en terrain plat. Le code 42, si on a affaire à des pentes fortes, donc des pentes de 15% et plus. Puis aussi le code 49, à savoir si la propriété est située en zone inondable. Encore une fois, on a une petite barre d'outils qui a été développée puis qui permet aux gens de, lorsqu'ils font leur analyse, tout simplement utiliser les différentes fonctionnalités pour pouvoir sortir les données qu'ils ont besoin. Ici, les données, la couche qu'on voit en rouge, dans le fond, c'est nos zones de pente forte, donc les pentes de 15% et plus. Puis ces pentes-là, ils ont été obtenues là, par le passé là, à partir du modèle numérique d'élévation, le modèle numérique de terrain. Puis on a dérivé nos classes de pente avec ça, mais ce modèle-là, il n'est pas encore super à point. Là. On se rend compte qu'il y a quand même plusieurs problématiques à certains endroits. Donc je sais que dernièrement, le service de la géomatique, ils ont donné un mandat au groupe géolocation. Puis eux autres, dans le fond, ils vont nous faire un nouveau modèle numérique de terrain par LIDAR. Donc on devrait avoir ça sous peu. Donc ça va être super intéressant. On va pouvoir tout comparer les données qu'on a au rôle actuellement versus les nouvelles classes de pente qui vont sortir de ça. Mais en attendant, si on évoque ces données-là, si, exemple, la personne elle veut aller ça, c'est un terrain qui est situé le long de la rivière Saint-Maurice, donc il y a une grande pente à l'arrière. Elle veut voir c'est quoi le pourcentage du terrain qui est quand même situé en zone de pente forte. Donc, simplement, elle sélectionne l'unité d'évaluation, puis à ce moment-là, elle utilise l'outil, puis ça lui dit qu'il y avait justement 67% en pente forte, puis 33% en terrain plat. Donc, tout ce qu'elle a à faire après ça, c'est d'aller dans le rôle d'évaluation, puis venir inscrire ces valeurs-là. Même chose ici, c'est le même principe. Maintenant, il va avec la zone inondable. La zone inondable à récurrence 0-20 ans. Donc, nous autres, à Trois-Rivières, on a quand même une bonne portion là, qui est située en zone inondable. Donc, si j'affiche chez... Oups. On va repartir ça. Il faut juste que je clique à la bonne place. Donc, c'est ça, la zone inondable, elle occupe une bonne partie d'un secteur à Trois-Rivières-Ouest. Donc, même principe, la personne va sélectionner le polygone, l'unité d'évaluation en question, puis en y allant avec le petit outil, bien, elle est capable d'aller voir c'est quoi le pourcentage de l'unité d'évaluation qui est touchée par la zone inondable. Donc, à ce moment-là, elle est capable de venir inscrire ces données-là au rôle d'évaluation. Donc, nous autres, après ça, les gens, quand ils arrivent pour faire l'évaluation du terrain, bien, ils sont capables de visualiser ces paramètres-là puis d'appliquer des corrections sur la valeur. Maintenant aussi, ce que j'ai... là, on a vu tantôt que les personnes, ils sélectionnent l'unité d'évaluation, puis il y a un bouton pour la zone. Il y a un bouton, mettons, pour la pente, il y a un bouton pour la zone inondable. Et là, j'ai fait ça un petit peu vite mardi après-midi. J'ai développé, comme si on veut, un outil intégré qui nous permet vraiment d'avoir une solution intégrée. En cliquant sur l'unité d'évaluation, on va tout aller voir s'il y a des contraintes. L'application va aller voir s'il y a différentes contraintes qui affectent le terrain. Puis si jamais elle trouve les contraintes, elle nous les affiche dans le formulaire. Donc, ce qui est intéressant de noter ici, c'est que dans le projet, ma zone inondable puis mon zonage ne sont même pas affichés. Donc, l'application, là, même si la personne s'est monté un projet MXD, puis ces données-là ne sont même pas dans son projet, bien, mon code en arrière, il s'en va quand même chercher dans BD les couches que j'ai ciblées. Puis, si jamais il trouve des couches, il les sort là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de dynamique. Si jamais il n'y a pas de zone inondable, qu'on va voir dans le prochain exemple, à ce moment-là, l'onglet de la zone inondable n'est pas affiché. Donc, les seuls onglets qui vont afficher, c'est vraiment les onglets pour lesquels il y a vraiment des contraintes par rapport à ce terrain-là. Donc là, présentement, j'ai juste ça pour le zonage de la zone inondable, mais là, je vais rajouter mes servitudes, je vais rajouter mes zones de talus, je vais rajouter mes zones de pente forte.
Donc, au fur et à mesure que si jamais il y a un terrain qui a plusieurs contraintes, bien, il y a plusieurs onglets qui vont s'afficher. Donc, c'est quelque chose. Puis là, justement, la preuve, c'est que je vous affiche justement mes zones inondables, mon zonage municipal. Puis à ce moment-là, on voit que les résultats qu'ils nous ont donnés tantôt, là, ça tenait la route. On va passer à la suivante. Une autre partie qui est quand même assez importante pour toutes nos propriétés qui sont situées en zone agricole puis qui ont une étendue d'1 hectare et plus, c'est que c'est important d'essayer de trouver de décortiquer l'utilisation du sol de ces terres-là. Parce qu'évidemment, un terrain marécageux, un terrain boisé, bien, ça n'a pas un même taux à l'hectare, si on veut. Donc, par le passé, il y a une carte pédologique, c'est une carte d'étude des sols qui a été commandée. Puis à partir de ça, ben, tu es capable d'établir la caractéristique de l'utilisation des sols. Puis même, tu peux trouver un indice de productivité pour ces terres-là. Donc, une fois que la carte avait été commandée, il y a certaines manipulations qui avaient été faites avec des recodages de champs. Puis à ce moment-là, on était capable de décortiquer selon la légende qui est là. On voyait qu'il y avait différents types d'amélioration, différents types d'utilisation de sol, comme est-ce qu'on a affaire à de l'amélioré, du boisé, de la repousse, de l'érablière, du marais. Donc, en fonction de ces différents codes-là, ben, il y a des taux qui sont affectés pour ça. Même chose ici, ça c'est des cartes qui représentent l'indice de fertilité du sol. Donc, encore là, par intersection spatiale, on est capable de décortiquer pour aller chercher un indice de fertilité moyen pour cette terre-là. Encore là, une petite illustration de l'outil, comment ça fonctionne. Donc, la personne ici, elle vient sélectionner son unité d'évaluation. Puis, elle clique sur elle veut décortiquer son utilisation du sol. Donc, encore là, l'application décortique vraiment tout ce qu'elle a trouvé au niveau de cette unité d'évaluation-là. Donc, à ce moment-là, on sait qu'exemple, il y a 37 % de boisé, puis il y a du marais à 7 %. On a aussi une validation au niveau de la superficie en hectares de l'unité d'évaluation. On peut faire la même affaire avec le terrain à côté. C'est sûr qu'avant ce procédé-là, ça passait par un processus de géotraitement dans Model Builder. Puis c'était tout un petit peu ardu, c'était tout le temps plus compliqué. Fait que là, on a tout automatisé ça. Puis maintenant, si mettons je veux sélectionner les deux propriétés et en former vraiment juste une seule, bien, si on veut en bon français, j'ai mergé mes propriétés. Puis à ce moment-là, je vois le résultat de ma nouvelle unité d'évaluation. Donc à ce moment-là, tout ce qui reste à la personne, c'est de prendre ces données-là en note, puis d'aller les inscrire à la fiche. Puis encore là, elle peut venir voir le nouvel indice de fertilité qui a été calculé pour cette terre-là. Donc, c'est des données dont elle va se servir pour venir inscrire justement à la fiche de propriété. Ça est justement l'exemple de la fiche de propriété. Donc, les données qu'elle est allée chercher tantôt, on voit ici qu'elle est venue les réinscrire ici, avec les différents pourcentages. Elle est venue aussi mettre son indice de fertilité. Puis de la manière dont ça fonctionne, c'est que dans notre logiciel du rôle, dans le fond, tout est paramétré. Donc, le logiciel, il sait que si j'ai du marais, ben, c'est 300 $ l'hectare, peu importe. Donc, en pesant sur la calculatrice ici, la valeur du terrain va aller se calculer automatiquement. Ensuite de ça. Aussi, parfait. Aussi, j'ai un script qui est lancé chaque jour pour m'assurer que vraiment les unités d'évaluation qui sont sur ma carte versus ce qu'il y a dans mon rôle d'évaluation, vraiment que ma carte suit vraiment mon rôle. Parce que des fois, on se rendait compte que, je sais pas, moi, dans le rôle d'évaluation, on avait une unité d'évaluation X, puis sur la carte, elle n'était pas là, ou on avait des unités d'évaluation qui étaient... On avait des polygones sur la carte qui étaient maintenant annulés dans le rôle, puis ça traînait là. Donc, j'ai développé encore un script qui roule à chaque jour. Puis ce script-là, il va lister, si jamais il trouve des anomalies, il va dire il y a un petit problème. Puis encore là, il y a un petit courriel qui est envoyé au responsable. Mais là, ça fonctionne, c'est ça. Dans le fond, ça roule à chaque jour, puis il nous dit si jamais il y a des polygones de la carte qui ne se retrouvent pas dans le rôle, ou si jamais il y a des polygones du rôle, pas des polygones, mais des unités d'évaluation du rôle qui ne se retrouvent pas dans la carte. Donc à ce moment-là, avec le script, on est toujours capable d'avoir vraiment une version vraiment très, très à jour là, du rôle d'évaluation puis de la carte. Donc on a vraiment quelque chose qui suit vraiment en temps réel. Donc là, le développement à venir, c'est que là, on a vu qu'on est capable d'aller chercher l'information pour nos unités d'évaluation à partir de la carte.
Mais là, on voyait que dans le fond, c'est les personnes qu'il faut qu'ils aillent saisir ça manuellement dans le rôle d'évaluation quand même. Là où est-ce qu'on s'en va, c'est que notre logiciel expert du rôle d'évaluation, PG MegaEval, eux autres, ils ont un module cartographique qui vient s'attacher avec GMAP. Nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'à partir d'AppGIS, on va se monter un feature class qui va contenir toutes les informations qu'on veut venir pousser dans notre rôle d'évaluation. Puis, quand on va arriver dans GMAP, tout simplement, GMAP il va venir lire le feature class qu'on a monté avec toutes les informations qu'on veut venir pousser dans le rôle. Puis, tout ce qu'il reste à faire dans GMAP comme paramètre après ça, c'est faire un mappage de champs, donc vraiment associer les champs. Puis, ensuite de ça, il y a une sélection qui va être faite cartographiquement dans GMAP. On va dire ces deux propriétés-là, on les regroupe. L'interface de GMAP est déjà toute prête pour ça. Je n'ai pas pu vous montrer ça aujourd'hui parce qu'il reste des petites ficelles attachées. Il y avait encore des petites problématiques. Puis, un coup que GMAP, un coup que PG vont avoir traité les modifications qu'on a voulu faire, ils vont nous renvoyer une espèce de listing avec les identifiants des informations qui sont traitées. Puis à ce moment-là, ça va nous permettre de pouvoir gérer, de pouvoir intégrer ça dans notre matrice active, puis pouvoir aussi commencer à gérer un historique des unités d'évaluation, chose qu'on n'a pas encore. Donc, ça va être super intéressant de pouvoir gérer un historique de ça aussi. On a un historique de nos unités d'évaluation dans le rôle d'évaluation, mais au niveau de la carte, on n'en a pas encore. Donc, c'est quelque chose qu'on va monter. Donc, ça, je l'ai parlé. Donc, en conclusion, nous autres, au rôle d'évaluation, les géomatiques, ce qu'elle permet, c'est sûr, c'est une meilleure intégrité des données. Ce qui est important aussi, c'est une meilleure équité entre tous les citoyens. Puis, en même temps aussi, c'est intéressant d'avoir des outils comme ça parce que quand les citoyens appellent au bureau ou quoi que ce soit, puis ils nous posent des questions, bien, les gens qui sont en place sont quand même capables, avec les outils qu'on a, de pouvoir vraiment leur parler de leur terrain. Puis la personne, souvent, les gens, ils se rendent compte qu'on connaît quand même bien leur terrain avec tous les outils qu'on a. Ils disent, finalement, c'est rare qu'ils s'obstinent vraiment sur la valeur du terrain. Puis, en terminant, une efficacité accrue, bien, c'est bien sûr, avec toutes les automatisations, ces choses-là. Donc, ça va compléter la présentation. Merci Jean-François. Est-ce qu'on a des questions? Donc, tout est clair et très clair. Merci Jean-François pour ta présentation. Bien, merci.